Bonjour à tous, c'est un réel plaisir que de vous retrouver pour vous présenter un nouveau numéro de Pour tout vous dire, la nouvelle émission de dialogue de CGTN français. Dans cette émission, nous aimons particulièrement évoquer les échanges entre la France et la Chine, et il est un domaine dans lequel ces échanges sont des plus fructueux, celui de la culture. Alors que l'emblématique Centre Pompidou vient de fêter la première année de son implantation à Shanghai, nous allons consacrer cette semaine ce numéro au Centre Pompidou et West Bund Museum et à la nouvelle exposition qui vient de s'y ouvrir. Pour en parler, je serai en compagnie de deux représentants du Centre Pompidou, le directeur du Musée national d'art moderne, Bernard Blisten, et le commissaire associé de l'exposition qui est actuellement en cours à Shanghai, Olivier Zeytoun. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, nous accueillerons le vice-président et la directrice générale de la fondation Zhu Dechun, un célèbre peintre sino-français, pour poursuivre nos échanges sur les liens entre la France et la Chine dans le domaine de l'art. Mais je vais commencer par vous présenter les premiers invités de cette émission, Bernard Blisten et Olivier Zeytoun. Bonjour et merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau aujourd'hui. Bernard Blisten, vous avez commencé votre carrière au Centre Pompidou en 1983. Dans les années 90, vous êtes directeur des musées de Marseille et vous y avez créé plusieurs musées, dont le musée d'art contemporain. Puis dans les années 2000, vous êtes inspecteur général de la création artistique au ministère de la Culture. Enfin, en 2013, vous retrouvez le Centre Pompidou en tant que directeur du Musée national d'art moderne et vous participez depuis activement à l'internationalisation de la marque Pompidou. Et Olivier Zeytoun, vous êtes attaché de conservation au service design et prospective industrielle du Musée d'art moderne Centre Pompidou. Vous travaillez sur des expositions et acquisitions du musée et participez régulièrement à des publications et des catalogues d'artistes. Vous êtes commissaire associé de la nouvelle exposition Design émerveilleux de la nature, de l'ornement du Centre Pompidou West Bund Museum à Shanghai, dont nous allons parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, ici à Paris, tout le monde connaît le Centre Pompidou et son architecture emblématique des années 70. C'est une référence internationale en matière d'art moderne et contemporain. Mais pourriez-vous nous en donner quelques explications, Bernard Blisten, pour nos téléspectateurs qui ne le connaissent peut-être pas tous? Je crois que l'ouverture du Centre Pompidou a métamorphosé le monde des musées. L'institution en tant que telle, pluridisciplinaire, l'architecture bien sûr de Renzo Piano et Richard Rogers ont été comme un point de non-retour dans l'histoire des grandes institutions culturelles. Et le Centre Pompidou, près de 45 ans après son inauguration, reste évidemment un modèle architectural, un modèle dans son fonctionnement aussi, puisque c'était l'ambition du président Pompidou que de voir à l'intérieur d'un même bâtiment se croiser la plupart des disciplines artistiques. La collection est évidemment l'une des deux plus belles collections d'art moderne et contemporain du monde. Mais je crois que ce qui est fondamental pour une institution de cette importance, c'est de se réinventer en permanence, et c'est ce que le Centre Pompidou a voulu faire en s'ouvrant justement à ce monde global, en faisant attention évidemment de ne pas succomber, si vous voulez, à l'idée de faire de tout partout. Mais je crois que la création, de fait, oblige, que les artistes obligent évidemment non plus tant à se penser dans un espace contraint, mais qu'il y a des modernités plurielles dans différents endroits du monde et que, de fait, à ce moment-là, la Chine, pour des raisons dont nous allons parler, nous a paru un terrain absolument propice. Alors justement, ce Centre Pompidou West Bund Museum, c'est la troisième implantation du Centre Pompidou hors de l'Hexagone, après Malaga et Bruxelles. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette stratégie d'internationalisation et de ces implantations qui ne sont pas des antennes, mais des partenariats? Et je crois que l'idée de ces grandes institutions à l'international, que nous avons quelque part testé avec la petite antenne que nous avons conçue à Malaga, nous a montré que pour penser
l'art dans sa diversité aujourd'hui, pour en penser la complexité, eh bien, il fallait, plutôt que de rester toujours chez soi, faire des pas de côté, aller voir ailleurs. Et à un moment donné, devant l'ampleur de la création en Chine, puisque, comme vous le savez, à différents moments de l'histoire même des modernités, la Chine a joué un rôle capital, nous sommes dit que nous pourrions élaborer quelque chose là-bas. J'avais fait un voyage, il y a de cela 7 ans maintenant, où j'étais allé voir les grandes villes de Hong Kong, à Pékin, Shenzhen, Canton, Shanghai, et il nous était apparu que Shanghai était probablement la ville la plus propice, de par son expansion, son dynamisme, son ouverture à l'Occident, à construire un dialogue. Alors nous allons le découvrir en images, ce musée qui vient de célébrer son premier anniversaire, qui coïncidait d'ailleurs avec la date de l'exposition Design émerveilleux. On va revenir en images sur la première année du Centre Pompidou et Westbund Museum. C'est sur les berges du fleuve Huangpu, au cœur du futur corridor artistique de la ville de Shanghai, que se dresse le nouveau Centre Pompidou Westbund Project Museum. Son bâtiment de verre et de béton, de près de 25 000 mètres carrés, est signé par l'architecte britannique David Chipperfield. Un écrin monumental qui doit faire rayonner jusqu'en Chine la collection d'art moderne et contemporain du Centre Pompidou. Le 5 novembre 2019, il est inauguré officiellement par le président de la République française à l'occasion de sa 2e visite en Chine, en compagnie du ministre de la Culture et d'un échantillon de personnalités. L'exposition inaugurale intitulée The Shape of Time, la forme du temps, qui réunit 175 œuvres prêtées par le Centre Pompidou, ouvre ses portes le 8 novembre 2019 et reste accessible jusqu'au 9 mai 2021. C'est le premier des parcours semi-permanents introduisant à l'histoire de l'art des 20e et 21e siècles qui se succéderont les 5 prochaines années. Après une première exposition temporaire, Observation, Design émerveilleux, dévoilé au public depuis le 12 novembre 2020, propose un questionnement sur l'ornement et ses relations avec l'usage du numérique dans la conception et la production du design. L'exposition présente plus d'une centaine d'objets issus pour l'essentiel de la collection du Centre Pompidou, qu'elle met en résonance avec des œuvres de designers chinois contemporains dont certaines ont été produites spécialement pour l'exposition. Une première qui illustre la volonté de dialogue du Centre Pompidou à Shanghai, un projet inédit d'échange et de coopération culturelle entre la France et la Chine. Bernard Blisten, la première exposition s'appelait The Shape of Time, on en a parlé dans le petit reportage. Quel accueil a-t-il reçu du public shanghaïen? Je pense sincèrement un accueil extrêmement positif. Je crois que c'était une première étape importante. Nous allons bientôt d'ailleurs la relayer par une 2e exposition que nous appelons pour l'instant le parti pris des choses. Il y a des expositions semi-permanentes et des expositions temporaires. Il y a une petite distinction. Oui, la distinction est facile à faire. Pour les 5 premières années, nous présenterons 3 ensembles très conséquents, 100 à 150 pièces d'œuvres de nos collections, à même de montrer ce qu'a été l'art moderne et contemporain au fil du XXe siècle. La première s'intitulait donc The Shape of Time, la deuxième s'intitule provisoirement Le parti pris des choses, et justement elle traversera le XXe siècle, je dirais du ready-made jusqu'aux œuvres les plus actuelles, pour essayer de comprendre ce qu'a été ce langage de l'objet. Puis la troisième verra le jour dans 2 ans maintenant, et je ne sais pas encore ce qu'elle sera précisément. Et en parallèle, nous avons des expositions plus temporaires. La première était donc Observation, une exposition sur le langage de la vidéo et des nouveaux médias. La deuxième est celle qu'Olivier Zeytoun et Marie-Ange Breyer ont conçue, qui s'intitule donc Design émerveilleux. Et je peux d'ores et déjà annoncer que la troisième sera consacrée à Kandinsky dans son rapport à l'Orient, car l'un des souhaits que nous avons, et c'est ce que Design émerveilleux montre de façon tout à fait
magnifique, c'est de construire des dialogues. Nous voulons, si vous voulez, que nombre d'artistes, qui pour certains sont des artistes connus, mais d'autres qui sont des artistes à découvrir, puissent à la fois être présentés et, le cas échéant, puissent également entrer dans nos collections. Alors depuis le 12 novembre, un an après l'inauguration de Pompidou à Shanghai, s'est ouvert Design émerveilleux. Pour une présentation générale de l'exposition, nous allons retrouver tout de suite Marie-Ange Breyer, conservatrice et chef du service design et prospective industrielle au Centre Pompidou, qui en est la commissaire. Elle n'a pas pu se déplacer, mais elle va nous en donner les grandes lignes dans ce petit message enregistré. L'exposition Design émerveilleux de la nature de l'ornement interroge la place de l'ornement aujourd'hui à l'ère des technologies numériques. Cette exposition réunit environ 120 œuvres des collections du Centre Pompidou et également une douzaine d'œuvres de designers chinois invités à y participer. Alors quel est le rôle de l'ornement aujourd'hui? On interroge justement de quelle manière les outils numériques actuels ont pu autoriser une nouvelle forme de complexité ornementale. Et cette exposition va balayer différents sujets. On démarre avec la nature comme ornement, avec le designer italien Andrea Branzi, qui dès les années 80 avait été un des premiers en fait à intégrer des matériaux naturels dans ses œuvres. Par exemple, dans Tree 5, nous avons une branche d'arbre qui constitue à la fois la structure et l'ornement de cette œuvre. Et donc, dans le sillage de Brandy, on verra de quelle manière les designers se sont emparés justement de matériaux naturels pour donner une dimension ornementale à leurs œuvres. Alors, on ira ensuite des arabesques aux fractales, et les fractales qui sont une ressource infinie de motifs ornementaux puisés dans la nature. Les flocons de neige, par exemple, sont des fractales. Et on interrogera vraiment les rencontres entre ces univers qui sont le design, la nature et les sciences. Donc le cœur de l'exposition est vraiment les technologies numériques dans la création actuelle, et on présente à ce titre une œuvre de Patrick Join qui est la première chaise imprimée en 3D en 2004. Et cette chaise a justement la forme de tiges d'herbe qui se déploient dans l'espace. Donc on a tout de suite cette inspiration de la nature dès les premiers objets réalisés numériquement. Nous aurons aussi un ensemble d'œuvres de Ross Lovegrove, designer britannique qui est un pionnier dans le recours à ces technologies numériques. On présentera ainsi la Ginkgo Table qui a la forme également de feuilles de Ginkgo biloba qui se déploient dans l'espace. Ou encore Joris Larman, dont la bonne chair, en fait, en forme d'arabesque, justement, s'inspire de la croissance des os dans le corps humain. Donc on voit que l'inspiration est vraiment infinie dans cette conjonction entre nature et numérique. Alors tout naturellement, si je puis dire, on en arrive à la dimension de merveilleux, qui sera illustrée dans cette section entre autres avec Marcel Wanders, un designer néerlandais qui dès les années 90 a accordé beaucoup d'importance à la dimension de décoratif, qui va envahir ses œuvres et interroger la notion même de merveilleux dans ces objets. On a ainsi la bobonne chair où l'ornement est la structure même de l'objet. On peut penser aussi au tabouret de feuilles de Hong Taozu qui disparaît pratiquement sous ces feuilles d'érable et qui brouille vraiment les limites entre nature et artifice. Donc on voit de quelle manière en fait cette dimension de merveilleux crée tout un univers de correspondance entre nature et artifice, entre végétal et ornement, et également entre les techniques artisanales ancestrales de fabrication et les technologies numériques. Olivier Zeytoun, vous êtes commissaire associé à cette exposition. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose après cette explication très claire de Marie-Ange Breyer? Oui, effectivement, cette exposition rend compte de certains sujets qui sont à la croisée de questions qui animent aujourd'hui le design contemporain, où l'ornement occupe effectivement une place centrale, constitutive, je dirais, où l'ornement se donne comme outil réflexif face à la nature. Et à travers cette sélection de pièces,
pièce, effectivement, on a voulu développer cette manière dont les nouvelles technologies ont bouleversé le paysage du design contemporain. Un bouleversement qu'on retrouve effectivement aussi dans la création contemporaine chinoise, évidemment. Et je pense par exemple à une pièce de Chang Chou-Dieu qui reflète très bien ces liens en fait entre ornements, nouvelles technologies et cette question de l'artifice et de cette manière de recréer finalement les dynamiques du vivant à travers une série. Donc il a travaillé sur une série de chaises, un peu comme une famille, à partir d'outils issus de l'intelligence artificielle qui lui permettent donc de créer cette famille de chaises, mais pour chacune d'entre elles recevant une sorte de variation infinie de formes générées par les nouvelles technologies. Voilà, tout ça pour dire que effectivement le design est aujourd'hui traversé par ces questions-là que l'on retrouve dans l'exposition, ouvrant sur cette dimension de merveilleux, un merveilleux qui laisserait peut-être annoncer une forme de réconciliation entre nature et artefact, entre évidemment les formes du vivant et les formes créées par l'homme à travers ces objets. Design et merveilleux est une exposition qui avait déjà été présentée en France, à Saint-Étienne. Cette exposition à Shanghai accueille également des œuvres d'artistes chinois. Olivier Zeitoun, vous avez pris en charge cette sélection chinoise. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a intéressé dans les œuvres qui ont été sélectionnées ? Ce qui nous a frappé dans ces démarches, c'était véritablement de voir comment les designers chinois aujourd'hui ont à cœur de transformer, de métamorphoser un héritage qui est issu évidemment de cet héritage culturel immense qui est celui de la Chine. Et cette réinvention évidemment a lieu à travers une réinvention des techniques traditionnelles de production et de fabrication qui vont utiliser la fabrication robotique, l'intelligence artificielle pour donner aux objets cette dimension vivante comme une manière de recréer voilà, les dimensions du vivant. Et puis il y a aussi également des pièces évidemment comme celle qu'on peut voir justement juste derrière vous de Xiao Fan qui sont profondément ancrées. Voilà, une pièce vraiment magnifique de cet artiste chinois Xiao Fan, profondément ancré dans cette tradition chinoise, mais qui en interroge aujourd'hui les transformations contemporaines, puisque c'est une chaise Chang'e en fait qui a été scindée en deux, donc une chaise qui est issue de la période Ming, période d'apogée de l'histoire culturelle chinoise et de sa fabrication de meubles, et donc elle est scindée en deux, et l'artiste y a inséré cette facture contemporaine, je dirais, d'une assise métallique, anguleuse, froide et sombre, qui marque voilà, cette tension ou cette transformation qui s'opère aujourd'hui en Chine et dans la conception aussi de la nature qui est impliquée. Alors vous avez travaillé avec vos interlocuteurs chinois pour réaliser le montage de cette exposition à distance. Comment est-ce que vous avez travaillé avec ces équipes chinoises ? Alors c'est vrai que c'est pas évident de procéder à un montage d'exposition à distance. C'était pour certains d'entre nous d'ailleurs la première fois. Donc les équipes de régie, les équipes de production du Centre Pompidou et du Westbound ont fait un travail merveilleux, si je puis parler ainsi, puisqu'ils ont vraiment travaillé en amont, en préparant des dossiers d'œuvres très précis, en effectuant tout au long du montage des rendez-vous très réguliers où on pouvait justement suivre à distance le montage, l'accrochage. Et puis on a aussi travaillé avec notre scénographe qui a réalisé cette scénographie assez incroyable, tout en courbe et en contre-courbe, qui évoque très bien le sujet de cette exposition. Alors l'exposition vient d'ouvrir au public au mois de novembre, donc il est un peu tôt pour prendre du recul et savoir comment cela s'est passé. Mais est-ce que vous avez déjà des retours ? Quel est l'accueil qui a été donné à l'exposition pour l'instant ? Alors jusqu'à présent, on a eu des retours très positifs. Je dirais que les chiffres de fréquentation sont même d'ailleurs assez bons, puisque on les a reçus ce matin d'ailleurs. Depuis l'ouverture, enfin depuis la présentation, les premières présentations le 10 novembre, environ 6000 visiteurs se sont déjà rendus à l'exposition. Et puis il faut dire aussi, comme on le disait, à travers ce dialogue franco-chinois, c'est une exposition qui a été pensée pour le public shanghaïen, comme vous le disiez, aussi pour le public local, avec par exemple une installation à l'entrée de l'exposition, dans le hall de l'entrée de l'exposition, de Jamie Yang, une installation interactive qui s'illumine au passage des visiteurs à travers des modules qui sont encastrés les uns aux autres et qui a donc été une installation immersive et interactive pensée sur place, in situ, pour cet événement. Et on pense que jusqu'à présent, la réception est très bonne. Alors Design et merveilleux se refermera le 18 février. Quels sont les projets pour la suite ?
Les projets sont nombreux. Je l'évoquais tout à l'heure, une exposition consacrée, entre autres, à Kandinsky et l'Orient, sur un mode très spécifique, puisque tout ce que nous faisons là-bas, ce qui corrobore ce qu'évoquait Olivier Zeytoun à l'instant, c'est aussi de construire un échange avec les artistes, un échange, je l'espère, avec les historiens de l'art. Et lorsque nous exposons Kandinsky, nous n'exposons pas que le Kandinsky que tout le monde connaît, mais que les Chinois ne connaissent pas. Nous exposons aussi une très belle histoire qui est celle d'une exposition chinoise qu'il avait visitée à Paris à la fin des années 20 et qui l'avait beaucoup fasciné au point que nous avons retrouvé dans sa bibliothèque, que nous avons dans les archives de notre bibliothèque au Centre Pompidou, petit catalogue qu'il avait annoté et qui témoignait de l'impact sur lui de la culture chinoise. Donc c'est une manière d'approfondir l'histoire de l'art, de la même façon que nous espérons qu'à travers d'autres manifestations, souvent même très expérimentale, et la dimension de design merveilleux est importante parce qu'elle est aussi expérimentale, on pourra montrer de jeunes artistes de la scène en France. L'idée, c'est aussi que, d'une certaine façon, nous-mêmes, Français, interrogeons la scène artistique en Chine, et que réciproquement, eux-mêmes, d'une certaine façon, s'intéressent, comme ils le font d'ailleurs, à ce que nous produisons. Je crois qu'il n'y a pas de pensée, si vous voulez, de l'art aujourd'hui sans l'instauration de ces dialogues, qu'au demeurant ont existé dans d'autres moments de l'histoire et sous d'autres formes. Voilà, le dialogue entre l'art, les civilisations. Et puis là, la France et la Chine, c'est ce sujet sur lequel nous allons poursuivre. Je vous remercie Bernard Blisten et Olivier Zeytoun pour ces échanges autour du Centre Pompidou de Shanghai. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de cette émission. Et pour cela, nous accueillons tout de suite de nouveaux invités. Il sera donc encore question d'art entre la France et la Chine. Bonjour Anne-Valérie Saut et Yvon Chou, merci de nous rejoindre pour la deuxième partie de cette émission, pour tout vous dire, autour de l'art moderne et contemporain et ses circulations entre la France et la Chine. Vous allez nous parler des projets de la fondation Tu Dechun en Chine, mais tout d'abord je vous présente à nos téléspectateurs. Yvon Chou, vous êtes le fils du peintre Tu Dechun, vous êtes architecte de formation et vous êtes le vice-président de la fondation Tu Dechun, dont nous allons parler dans un instant. Et Anne-Valérie Saut, vous êtes vous aussi architecte de formation, vous êtes l'épouse d'Yvon Chou et vous assurez la direction générale de la fondation. Alors, Tu Dechun, c'est l'un des plus célèbres peintres chinois ayant vécu en France. Il est décédé en 2014 et il était né le 24 octobre 2020. Il aurait donc eu 100 ans cette année et à cette occasion, il y a une actualité fourmillante autour de lui. Tout d'abord, pour ceux qui ne le connaissent pas, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots à propos de ce maître de l'abstraction lyrique, comme on l'appelle? Donc, en effet, il est né en Chine en 1920. Dans un petit village au nord de Shanghai. Il est né dans une famille de lettrés et son père l'initie très rapidement à l'art de l'encre. C'est un collectionneur de peinture traditionnelle chinoise. Il lui enseigne très rapidement la calligraphie. Donc à 15 ans, Xu Teixun passe le concours pour entrer à l'académie de Hangzhou. Qui est une grande école. Exactement, voilà. Voilà. Très célèbre. Exactement. Donc il pense là, continuer à apprendre la peinture traditionnelle chinoise et il découvre la peinture occidentale puisque notamment Lin Fengmian était venu en France. C'est un grand peintre chinois lui aussi qui était Exactement. Le fondateur de l'école de Hangzhou. Voilà, tout à fait. Qui était venu à Paris, qui avait suivi des cours des Beaux-Arts et qui avait décidé d'exporter cet enseignement des Beaux-Arts à la française en Chine. Donc Xu Teixun arrive dans cet environnement pensant apprendre la peinture traditionnelle et là il découvre la peinture à l'huile. Donc c'est une découverte énorme pour lui. Et c'est ce qui lui donne envie d'aller en France. Exactement. Et à partir de ce moment-là, il garde dans la tête l'idée qu'il viendrait à Paris découvrir de ses propres yeux les peintures de tous ces grands maîtres de l'art contemporain. Ce qu'il fera dans les années 50. Absolument. Bernard Blisten, vous connaissez bien la peinture de Tu Dechun. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots? Je connais évidemment à la fois l'œuvre
et à la fois la figure qu'il représentait, puisqu'il était à l'instar de ces grands intellectuels, ces grandes figures de la culture chinoise, des gens qui jouaient un rôle considérable en France. Et je crois que cette histoire est une histoire à réécrire, une histoire à redécouvrir. Les relations de la France et de la Chine à différents moments du XXe siècle ont été des relations considérables. Alors je parlais tout à l'heure d'une actualité foisonnante autour du centenaire de la naissance de Zhu Dechun. Un documentaire vient de lui être consacré. Une rétrospective doit s'ouvrir à Beijing en 2021 au Musée national. C'est une expo qui doit d'ailleurs voyager par la suite en Europe, en Asie, au Moyen-Orient. Vous pouvez nous présenter un petit peu cette actualité, Oui, Yvon Chou? Tout à fait, on a eu l'idée d'agrémenter cette exposition qui retrace un peu toute sa carrière à travers les différents médiums et les différents supports qu'il a pu faire durant toute sa carrière, de l'accompagner d'un film documentaire qu'on va présenter la semaine prochaine à Shanghai. Donc début décembre. Début décembre, tout à fait. Le documentaire aura une vie ensuite à travers les médias et à travers une diffusion télé. On va revenir sur la vie et la peinture de Zhu Dechun dans un instant, mais tout de suite, pour mieux faire connaissance avec lui, regardons un court extrait du documentaire réalisé par Christophe Fonseca et produit par les films de l'Odyssée, qui s'intitule tout simplement Zhu Dechun. Né en Chine en 1920, dans une famille de lettrés, il est initié enfant à l'art de l'encre, la calligraphie, la poésie et la peinture chinoise. Son talent précoce semble le conduire alors à une grande carrière de peintre traditionnel chinois, un art riche de 20 siècles d'histoire. Mais il découvre la couleur, celle des grands artistes de l'art occidental. Elle va changer sa destinée. À 35 ans, peintre reconnu dans son pays, il décide de tout abandonner pour se confronter à Paris au monde artistique de son époque. Peintre figuratif à son arrivée, il décide d'emprunter une nouvelle voie, celle de l'abstraction. Elle va lui permettre de faire corps avec son inspiration profonde, la nature. À ses débuts, on disait de lui qu'il était le peintre Song du XXe siècle. En France, il crée un monde personnel, imaginaire, poétique et musical. Ses œuvres sont des instantanés d'un univers qui semble en perpétuelle évolution. Il passera toute son existence à parfaire son geste, tout à la fois calligraphe et maître de la peinture à l'huile. Alors Zhu Dechun était un ami de François Chung, qu'on connaît bien ici en France, et qui est donc un célèbre artiste et poète, et qui a écrit à son sujet cette phrase « Zhu Dechun est celui qui a su mettre en fusion et pousser l'idylle à l'extrême entre les cultures occidentales et chinoises ». Il a étudié donc les techniques de peinture occidentale, mais il est constamment revenu à la calligraphie et aux traditions chinoises. Yvon Chou, vous voulez nous en parler? Oui, à travers le film documentaire, on sent bien que dans ses racines, la calligraphie est quelque chose qui est vraiment à la base de son geste et de sa peinture. Et au fil du temps, il a gardé cet esprit et l'a ensuite associé avec la découverte qu'il a eue à travers la peinture à l'huile, où il a pu découvrir une autre expression, mais surtout, il est passé de la figuration à l'abstraction. Et ce passage-là a été vraiment un moment clé en arrivant à Paris, où il a trouvé à travers les artistes et les peintures qu'il a pu découvrir de visu quand il est venu en France. Et il a toujours gardé à l'esprit dans sa création justement ces racines qu'on voit à travers la calligraphie et aussi le travail du pinceau sur le papier, qui est beaucoup plus délicat et plus difficile que la peinture à l'huile. Lui-même me l'avait dit. Une fois que le pinceau touche le papier, on ne peut plus revenir, c'est fini. Et je dirais qu'au-delà du geste, en fait, c'est vraiment l'esprit de la calligraphie qu'on ressent dans sa peinture. Parce que la calligraphie, ça associe vraiment la poésie, la composition, les pleins, les vides. Et c'est vraiment ce qu'il cherche à faire dans sa peinture, c'est à retrouver à la fois de la poésie, de la musicalité, avoir une composition qui se rapproche aussi un peu de l'idée des peintres traditionnels chinois qui peignaient un paysage, mais qui n'est pas le paysage, qui n'était jamais le paysage réel. Donc lui
comme les peintres chinois traditionnels, peignait un paysage imaginaire dans son atelier, il s'inspirait de la nature, il revenait dans son atelier, toutes ses émotions ressortaient sur le tableau. Vous l'avez observé, vous, Yvon Tchouk, enfant? Oui, j'ai eu l'occasion, étant enfant, effectivement, de l'observer, puisque l'atelier était au-dessus de la maison, c'était en duplex, enfin la maison de l'appartement. Donc je faisais mes devoirs dans l'atelier, je le voyais peindre, faire ses allers-retours, l'odeur de l'essence turbantine. Au début, il tendait ses châssis, ses cartes, donc il y a tout ce côté manuel, préparatoire, aussi l'huile de phoque pour boucher les trous de la toile, toutes ces ambiances qui maintenant, avec le temps, me reviennent parce que je me replonge dans son univers. Quand, étant jeune, c'est juste mon père qui fait sa peinture. Mais là, maintenant, c'est quelque chose que je vois avec beaucoup plus de recul et avec toute une autre dimension qui permet de mieux comprendre les préoccupations qu'il avait à l'époque et ces questionnements qu'on retrouve dans les tableaux, parce qu'il était très inspiré de la nature. Donc ce dialogue qu'il a eu toute sa vie, finalement, on le retrouve dans pour maintenant un peu une découverte de son art pictural, où ça correspond à des moments et à des voyages aussi. Il y a des moments plus ou moins joyeux, et c'est quelque chose qui est très enrichissant pour moi et aussi intéressant, je pense, à faire comprendre que l'artiste est quelqu'un qui est rempli d'émotions c'est un capteur en fait. Et donc après, chacun trouve son médium pour l'exprimer, et lui, il a réussi à le faire à travers la peinture à l'huile, tout en gardant ses racines chinoises et ses calligraphies et toutes ces peintures. Cette présence de la nature dont vous parliez aussi tout à l'heure, Olivier Zeytoun, à propos de l'exposition Design et ornement. Vous voulez ajouter quelque chose à propos de la peinture de Zhu Dechun? Oui, non, c'est vrai que c'est cette question du passage qui est très belle, peut-être de ces individus qui sont capables de mener un passage entre différentes cultures, et ils sont rares, et ils sont rares à le faire d'une telle manière. Et par rapport à la calligraphie, par rapport à la question de la peinture chinoise, c'est vrai que ça m'évoquait l'objet de Chen Ming, ce tabouret en bambou, puisque lui-même, quand je l'avais rencontré, m'avait parlé de ces espaces de plein, de vide, où justement le vide, ce qu'en Occident on a tendance à oublier, peut être narratif, peut porter toute une source d'univers et d'imagination, de sensibilité, et ramener ça justement à travers la peinture, les techniques de peinture occidentale, c'est assez merveilleux, ça, justement. Alors justement, pour faire vivre la connaissance de la peinture de Zhu Dechun, vous avez fondé en 2017 la fondation Zhu Dechun. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ses activités, ses objectifs, Anne-Valérie Sceaux? Bien sûr. Alors les objectifs, bien sûr, c'est d'améliorer la connaissance de cet artiste auprès d'un public différent. Évidemment, on a une partie archive qui est très importante pour nous, puisque on fait vraiment un travail. Nous, chaque jour, on apprend des choses et on se plonge dans le travail un peu plus profondément de Zhu Dechun. C'est vraiment, pour nous, c'est aussi une quête en fait d'aller de plus en plus de comprendre de mieux en mieux son travail. On fait évidemment tout ce qui est certification de l'œuvre, car la maman Dijon est toujours avec nous et c'est elle qui a vraiment la mémoire de ce travail. On la voit beaucoup dans le documentaire. Exactement. Elle a constitué une base documentaire depuis leur arrivée en France, considérable. Elle a tout noté méticuleusement. Elle gardait tout. Ouais, et c'est vraiment fantastique pour nous pour pouvoir retrouver les documents. Et puis, on a des projets de collaboration avec notamment l'École internationale de Genève pour s'ouvrir à un jeune public, apprendre aussi de ce jeune public dans une démarche pédagogique. Réaliser un prix pour des jeunes générations d'artistes, des projets d'exposition, des projets de... Et des projets avec d'autres musées peut-être? Oui. Pourquoi pas avec le Centre Pompidou Westbound Museum? De fait, ce dialogue devra exister, c'est la raison d'être même de l'institution. Lors de l'ouverture, nous avions justement conçu, entre autres, une salle où nous faisions dialoguer des artistes occidentaux et des artistes chinois. Et pour ceux qui savaient regarder, on voyait véritablement cet art du geste, ce rapport au temps, si essentiel, cette idée du repentir que vous évoquiez tout à l'heure et qui n'existe pas de fait de la même manière dans d'autres cultures. Voilà, c'est cela la mission même d'une institution. C'est cela qui doit, je dirais, nourrir l'activité et les échanges que nous essayons d'élaborer dans les années qui viennent.
Merci Bernard Blisten, Olivier Zeytoun, Yvon Chou, Anne-Valérie So d'être venus nous parler du Centre Pompidou à Shanghai et de Zhu Dechun. Pour ceux qui seraient à Shanghai ces jours-ci, je rappelle que Design est merveilleux, la nouvelle exposition du Centre Pompidou West Bund Museum, c'est jusqu'au 28 février et qu'en 2021, ce sera l'exposition Zhu Dechun au Musée national de Chine à Pékin. N'hésitez pas. Merci à tous de nous suivre et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Pour tout vous dire.